Le bâton magique, le cas Nicolas Chambard. Notre troisième et dernier cas se déroula en 1690, soit 5 ans après la révocation de l'édit de Nantes. Les prêtres catholiques étaient alors fébriles et désireux de montrer leur zèle. À Mâcon, enlevé à 2 reprises par les protestants, la situation était suffisamment tendue pour que l'évêque, Monseigneur de Tilladet, demanda une enquête non seulement sur les pratiques hérétiques, mais aussi, ce qui est plus étonnant, sur les survivances païennes dans son diocèse. C'est à cette date et dans ce contexte qu'un certain Nicolas Chambard attira sur lui l'attention fort peu bienveillante des autorités ecclésiastiques. Des murmures d'enchantement, de couples stériles et d'un paysan un peu sorcier parvinrent aux oreilles de l'évêque. Que savons-nous de cet homme ? Au moment des faits, Nicolas Chambard avait 42 ans. Ce paysan natif de Vinzelles travailla d'abord comme vigneron à Saint-Clément, avant d'occuper la charge de portier de l'une des entrées fortifiées de la ville, la porte du Bourgneuf, vers l'actuelle place Carnot, au sud de la ville. Il passait pour être un homme honnête et travailleur, ni blasphémateur ni ivrogne, nous dit Gabriel Janton dans son ouvrage intitulé « Un procès de sorcellerie à Mâcon au XVIIe siècle ». Il était marié, il avait des enfants, il assistait à la messe, un citoyen normal en somme. Mais Nicolas Chambard possédait un autre visage. D'après les rumeurs, il avait une science des enchantements, qu'il prodiguait contre quelques pièces. Il passait pour posséder des livres de magie, probablement le Grand et le Petit Albert, dont je citerai un passage tout à l'heure. Il nous faut relater 2 faits pour comprendre comment ce personnage s'est subitement retrouvé au devant de la scène. Le premier se déroula durant l'hiver 1689. Claude Belay et Jacques Lambert racontèrent une bien étrange histoire dans laquelle intervenait un bâtonnet magique. Une compagnie d'infanterie de 20 à 30 hommes passait la porte du Bourgneuf lorsque l'un d'eux s'amusa à dérober le chapeau d'une Mâconnaise. Coup du sort, il s'agissait précisément de celle du gardien, Nicolas Chambard. Ce dernier accourut, une baguette de noisetier à la main, et récupéra le chapeau. Irrités, 7 ou 8 soldats s'en prirent à lui, voulant lui ôter sa baguette, et tombèrent tous les 8 au sol, inexplicablement, comme par magie. À présent, franchement courroucés, 5 ou 6 de leurs compagnons vinrent à la rencontre du portier, la main sur la garde de leurs épées, mais tout aussi inexplicablement, aucun d'entre eux ne la tira du fourreau. L'un des témoins dit ne pas avoir compris la scène, ne pouvant s'expliquer comment un homme seul avait pu tenir tête à un régiment d'infanterie. Il ajouta qu'il ne pouvait dire si cela était dû à un phénomène naturel ou à quelque autre cause inconnue, sous-entendant par là qu'il ne pouvait s'agir que de magie. À ce stade, je dois vous signaler une divergence étonnante entre le récit donné par Gabriel Janton et les témoignages que j'ai consultés dans les actes des procès conservés aux archives départementales. Jacques Lambert, le jeune Mâconnais de 15 ans environ, l'un des témoins cités par Gabriel Janton, avait été réquisitionné par cette troupe d'hommes pour leur servir de guide. Il se trouvait donc aux premières loges lorsque les faits se produisirent. Son récit des événements est absolument conforme à ce qui vient d'être dit, sauf sur un point. La baguette magique en noisetier, tenue par Nicolas Chambard, devient, dans son récit, un grand et gros bâton de saule qui était de la grosseur d'un bras et de la hauteur d'un homme. On s'explique assez mal cette transformation, à moins de supposer que la polymorphie fut l'un des pouvoirs de la dite baguette. En tout cas, si l'on accorde foi au témoignage du garçon, lequel, en tant que fils de charpentier, devait avoir l'œil assez exercé en matière de bois, la scène paraît soudainement beaucoup moins énigmatique. Une personne entraînée au maniement du bâton peut en effet triompher d'un grand nombre d'adversaires, avec une facilité qui, aux yeux de spectateurs non avertis, peut passer pour de la magie. D'ailleurs, on peut même supposer que ces fonctions de garde de la porte lui ont été accordées précisément parce qu'il avait un entraînement militaire. Mais les textes sont muets sur ce point. Quoi qu'il en soit, la réputation de sorcier de Nicolas Chambard s'accrut notablement suite à cet épisode, d'autant que ce dernier ne se priva pas de s'en vanter. Il écuma les tavernes, racontant son exploit à l'envi, ajoutant que les balles de fusil ne pouvaient l'atteindre, qu'il pouvait savoir tout ce qui se passait dans une maison en touchant le balai de la maison, à l'aube. Parmi tous les talents qu'il s'attribuait, se dégageait néanmoins une spécialité, le désenvoûtement, et notamment celui des jeunes mariés. Ce qui nous amène au second fait expliquant sa présence devant les juges. Il s'agit du témoignage d'Aimé Margot, cordonnier à Mâcon, et de son épouse, réalisé au bénéfice de leur fille de 17 ans, et de son tout nouveau mari, Pierre Rigaud.
Ce dernier est ouvrier cordonnier, un jeune Picard bien fait, vigoureux et travailleur, choisi par ses parents comme parti de leur fille. Il raconte comment Pierre Rigaud, la première ou la deuxième nuit de ses noces, a été réveillé en sursaut par une douleur atroce, criant qu'on lui traversait les entrailles avec des pointes de fer. Les traitements habituels pour les coliques lui furent administrés sans succès, puis on eut recours aux prières qui l'apaisèrent un peu sans toutefois le guérir. Alors, un voisin leur parla des pouvoirs de Nicolas Chambard, auxquels le couple décida de faire appel.